Coucou! La dernière fois, on a vu comment on était passé de la mémoire à court terme d'Atkinson et Shiffrin à la mémoire de travail de Baddeley et Hitch. On a vu deux systèmes de la mémoire de travail, la boucle phonologique qui gère les informations phonologiques et le calepin visuospatial qui gère les informations visuelles et spatiales. Jusque-là, tout va bien. Quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est fondamental quand on parle de la mémoire, c'est l'attention. On n'enregistre pas l'information de la même manière si notre attention est portée dessus ou si elle n'est pas portée dessus. Du coup, ça serait sympa de voir comment elle marche, cette attention. On a deux grandes formes d'attention, l'attention exogène et l'attention endogène. L'attention exogène, c'est une attention qui est captée automatiquement par l'environnement et qui est non intentionnelle, dans le sens où on ne la contrôle pas. Quand il y a un gamin qui hurle dans le RERD pour je ne sais quelle raison alors que vous regardiez tranquillement par la fenêtre, c'est votre attention exogène qui est captée. L'attention endogène, c'est l'inverse, c'est une attention pas automatique, intentionnelle, que vous pouvez orienter quelque part. En l'occurrence là, elle est sûrement orientée vers moi. C'est très bizarre de dire ça. L'expérience qui permet de mettre en évidence ces deux attentions, c'est le test de Stroop. Il est divisé en 3 étapes. Première étape, on a une petite liste de mots et on doit lire les mots. Vert, bleu, jaune, rouge, vert, bleu, rouge. C'est facile. Deuxième étape, on a une petite liste de couleurs et on doit nommer les couleurs. Vert, rouge, bleu, vert, jaune, jaune, bleu, vert. C'est facile aussi. Troisième étape, on a la même liste de mots qu'au début, mais là on doit nommer les couleurs. Donc on ne dit pas le mot bleu, on nomme la couleur du mot rouge. Vert, rouge, bleu, vert, jaune. Là, c'est beaucoup plus chaud. Ce qui se passe, c'est que les mots activent l'attention exogène. Comme cette attention est automatique et non attentionnelle, on lit automatiquement les mots même si on n'a pas l'intention de le faire. Pour nommer les couleurs, on doit inhiber cette attention exogène et se concentrer sur les couleurs. Là, on utilise de l'attention endogène. Et ça pompe pas mal d'énergie au passage. Et sans transition, est-ce qu'on est égaux face à l'attention? Eh bien non, et oui. Et on a une expérience qui va nous en parler. D'abord, les participants remplissent un questionnaire qui mesure leur capacité d'attention et on les met dans deux groupes, les distraits et les non distraits. Ensuite, ils passent une tâche de charge perceptive. Ils doivent repérer un X sur un cercle avec d'autres lettres, avec un distracteur à côté. Donc là, l'idée, c'est qu'on me dit de trouver la lettre X là-dedans et le but du N, c'est de me distraire, c'est ça? Exactement. Et cette tâche a deux modalités, une charge perceptive faible, où le X, on le voit genre presque directement, et une charge perceptive élevée, où là quand même il faut un peu plus de temps pour le trouver, le X. En cours, on a vu aussi un truc avec la compatibilité du distracteur et de la cible pour rajouter de la charge perceptive, mais ça rajoute pas énormément à ce qu'on veut regarder, donc on va passer ça. Et bim, résultat. CFQ faible, ce sont les distraits, CFQ élevé, ce sont les non distraits. Et plus c'est bas, plus les participants ont répondu lentement. Sans grosse surprise, les distraits répondent moins vite que les non distraits, on n'est donc pas égaux sur les tâches faiblement chargées. Mais par contre, si la tâche est bien chargée, là, il n'y a plus de différence. L'attention est entièrement utilisée, que ce soit pour les distraits ou les non-distraits. Norman et Challis vont formaliser tout ça et vont faire un beau modèle, le modèle attentionnel de Norman et Challis. On va voir 4 concepts de ce modèle, les processus automatiques et contrôlés, le gestionnaire de déroulement, le système attentionnel superviseur et les actes manqués. Actes manqués en cognitive et en psychanalyse, c'est pas expliqué de la même façon. L'idée des processus automatiques et contrôlés, c'est d'associer un mode d'attention et une façon de traiter l'information. Avec les processus d'attention automatique, le traitement se fait en parallèle et n'est pratiquement pas affecté par la charge. Et avec les processus d'attention contrôlés, le traitement se fait de manière sérielle, une étape après l'autre, et dépend fortement de la charge. Nos actes découlent de ces processus. Les actes automatiques sont gérés par les processus d'attention automatiques, et sont activés par l'environnement. Et les actes contrôlés sont gérés par les processus d'attention contrôlés et sont activés par l'intention de l'individu. On va voir un exemple plus loin. Quand le processus d'attention automatique est activé, les informations que nous percevons activent des schémas stockés dans la mémoire à long terme. Un schéma, dans ce cas-là, c'est pas un petit dessin, c'est une sorte de programme automatique. Typiquement, marcher, c'est un programme qu'on peut lancer automatiquement sans trop se poser de questions sur comment faire. Le gestionnaire de déroulement, il va contrôler tout ça pour permettre le bon déroulement de ces actions automatiques. Quand on se retrouve face à une nouvelle situation qu'on ne peut pas gérer uniquement avec les schémas qu'on a déjà en mémoire à long terme, c'est le système attentionnel superviseur qui va prendre le relais.
Si on se balade en montagne, là pour le coup, il faut faire un peu attention à où on met les pieds, sinon on risque vite de se casser la gueule. L'intervention du système attentionnel superviseur se fait par notre volonté, notre intention, et pendant qu'il est actif, on ne va plus réagir automatiquement à notre environnement. Et comme système attentionnel superviseur, c'est un peu long à dire, on va l'appeler le SAS. Le problème, c'est que le SAS, il pompe des ressources attentionnelles pour désactiver l'automatisme. Si jamais on n'a plus assez de ces ressources, on va rester en automatique le temps que le SAS arrive à se réenclencher. Et ça peut mener à des actes manqués. C'est ce qui se passe quand on lit un livre le soir et qu'on lit la même phrase 15 fois de suite sans avoir compris un seul mot. C'est très désagréable. Au début de la phrase, on est chaud, on a envie de savoir si Harry va gagner contre Voldemort, mais comme on est crevé, le SAS il se désactive instantanément. Le texte, on peut le lire automatiquement et sans effort, donc ça, pas de souci. Mais du coup, en arrivant à la fin de la phrase, on n'a rien compris et on recommence. En fonction de à quel point on est éclaté, le SAS il peut se réactiver qu'à la fin de la page. Ou le lendemain en fait. Baddeley, en 1986, il regarde le SAS et il se dit « Hey, mais ça marcherait vachement bien avec mon modèle !» Il va le reprendre et appeler ça l'administrateur central. Il lui donne 4 fonctions: inhiber les distracteurs pour focaliser son attention, diviser l'attention pour coordonner plusieurs activités. Plus les activités sont automatisées, moins elles prennent de charge, et moins elles prennent de charge, plus elles sont faciles à coordonner. Il contrôle aussi les automatismes, et il récupère et manipule les informations en mémoire à long terme. Et avec ça, notre mémoire de travail est au complet. Les chercheurs se sont demandé où est-ce qu'elle est dans le cerveau, cette mémoire de travail. Ils ont utilisé l'imagerie cérébrale pour répondre à cette question. On va regarder les zones activées pendant l'encodage, le moment où on capte les informations, pendant le maintien, le moment où on maintient l'information dans la mémoire de travail, et pendant la récupération, le moment où on restitue l'information. On va mettre un patient dans une sorte de donut géant, et paf, ça va nous faire de très belles images du cerveau. Sur les 3 périodes, on va avoir l'activation du lobe frontal et plus particulièrement du cortex préfrontal et des zones motrices. Le lobe pariétal est aussi activé. Au niveau des 2 premières périodes seulement, on a l'activation du lobe occipital, juste derrière. Logiquement, on pourrait se dire que les gens avec des lésions à ces endroits-là du cerveau perdraient en intelligence. La mémoire de travail a l'air centrale pour pas mal de traitements. Mais c'est pas ce qu'on observe. Les patients qui ont des lésions aux lobes frontaux ont des symptômes bien particuliers. Ils ont un défaut dans l'exécution de tâches qui nécessitent de planifier et de rester focus sur des priorités. Par exemple, ils ne peuvent plus suivre de recettes de cuisine. Quoi ? Plus de salade de crudités rafraîchissantes ? Plus de salade de fruits au bord de la plage ? Plus de clafoutis aux cerises du dimanche soir ? L'été te manque, non ? Comment tu sais ? Bref, c'est la galère et le concept en psychologie qui gère ce type de tâches, ce sont les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ce sont une famille de processus mentaux qui permettent de reprendre le contrôle sur les automatismes en échange de concentration et d'attention. Pour la petite précision, les fonctions exécutives ne font pas partie du modèle de la mémoire de travail, même si elles ressemblent fortement à l'administrateur central. On a 3 grandes catégories de fonctions exécutives: l'inhibition, la flexibilité cognitive et la mise à jour de la mémoire de travail. Tu viens pas de dire à l'instant que la mémoire de travail ne fait pas partie des... Oui, justement, cette mémoire de travail-là, c'est pas la même que celle qu'on a vue avant. Mais on va voir ça un peu plus dans le détail. Dans les fonctions exécutives qui gèrent l'inhibition, on va avoir 2 sous-catégories: le contrôle inhibiteur et le contrôle des interférences. Dans le contrôle inhibiteur, on retrouve l'autocontrôle et l'inhibition comportementale, qui permettent de contrôler son comportement et ses émotions. Dans le contrôle des interférences, on a l'attention sélective, qui diminue l'attention aux stimuli de l'environnement qui ne sont pas prioritaires, et l'inhibition cognitive, qui résiste aux pensées ou aux souvenirs indésirables. Et je laisse 3 secondes pour mettre en pause. La deuxième catégorie concerne la flexibilité cognitive, qui permet de passer d'une tâche à une autre, de voir les choses avec des perspectives différentes, et d'admettre ses torts. En gros, elles permettent de s'adapter en temps réel. J'ai l'impression qu'il t'en manque un des 3. Silence, je dis plus rien. On a moyen de mesurer cette flexibilité cognitive avec le Wisconsin Card Sorting Test. C'est dur à dire. C'est un test où le participant ne connaît pas la règle, il va devoir la deviner. On place 4 cartes fixes devant un participant, on s'arrange pour qu'il y ait 4 quantités différentes, 4 couleurs différentes et 4 formes différentes. On lui donne une carte et on lui demande de la placer devant une de ces cartes fixes. Et quand il la placera, on lui dira s'il a bon ou pas. Une règle, ça peut être placer la carte devant une carte fixe de même couleur. Donc voilà, au début il teste, il met des cartes, on lui dit non ou on lui dit oui,
et au bout d'un moment, il trouve la règle. La petite subtilité, c'est que la règle change en cours de route. Donc voilà, le participant, il est content, il a trouvé la règle, il met les cartes et tout, et paf, tout d'un coup, ça marche plus. À partir de là, il y a 2 scénarios possibles. Ou bien le participant a sa flexibilité cognitive qui marche normalement. Dans ce cas, il va retester et mettre des cartes un peu partout pour trouver la nouvelle règle. Soit le participant n'a pas de flexibilité cognitive. Dans ce cas-là, il n'arrivera pas à s'adapter au changement de règle. Il jouera toujours avec la première règle en tête. La dernière catégorie, c'est la mise à jour de la mémoire de travail. Et je me répète, mais c'est pas la même mémoire que celle de Baddeley et Hitch. C'est pas la même. Ces fonctions exécutives-là, elles maintiennent des informations dans un état facilement accessible, pendant des périodes courtes, de quelques secondes à plusieurs minutes. Elles permettent de se concentrer sur l'objectif en cours et de maintenir notre comportement vers un but. C'est un peu comme la RAM dans un PC. La RAM, c'est une mémoire spécialisée pour rendre des informations très accessibles, mais elle est beaucoup plus petite que le disque dur, qui lui peut être assimilé à la mémoire à long terme. Quand on passe un partiel, on utilise ce genre de fonction. Quand on se creuse la tête pour se souvenir du modèle de la mémoire de travail, une fois qu'on s'en est souvenu une fois, on n'a plus à se recreuser la tête pour s'en ressouvenir 2 minutes plus tard. Oh, mais parle pas des partiels, s'il te plaît. Voilà, ça c'était pour les fonctions exécutives. La mémoire de travail de Baddeley et Hitch et les fonctions exécutives sont 2 théories qui se ressemblent fortement. Le contrôle de l'attention de l'administrateur central ressemble énormément à l'inhibition des fonctions exécutives, et la division de l'attention de l'administrateur central ressemble énormément à la flexibilité cognitive des fonctions exécutives. Ce que les chercheurs essaient de faire maintenant, c'est de concilier ces 2 modèles pour les faire marcher ensemble. C'est un peu comme avec la relativité générale et la physique quantique, n'est-ce pas? Comment le mec ramène sa science, quoi. C'était la fin de cette vidéo et aussi la fin de cette petite série. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira pour les révisions. Je serais tellement fier si c'était le cas. Je dis à chaque fois mais merci à tous ceux qui m'ont supporté ce projet, que ce soit en temps, en énergie ou en encouragement. Merci beaucoup. Bonne chance pour les partiels, perdez pas la motive, on va en avoir bien besoin. D'ici là, prenez soin de vous et salut.